ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيخي Bonjour chers téléspectateurs Wallu Duniyaty. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Ombre des idées pour le deuxième numéro avec le professeur Cheikh Pape Sène. Nous allons parler sur les aspects politiques et religieux de la mission de l'imam Mahdi. Bonjour professeur monsieur Pape Sène. Oui, bonjour. Alors, la mission du Mahdi, avec ce contexte de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait des prédications concernant la venue d'un Messie à la fin des temps. Donc, selon vous, qu'est-ce que le Mahdi? Est-ce que le Mahdi, c'est un personnage qui accomplira une mission, ou bien aussi c'est un guide seulement religieux? Merci beaucoup, monsieur Cheikh Maodo. Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité à cette émission et je profite de l'occasion également pour formuler mes salutations à l'endroit de notre guide Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh, mais également à l'endroit de l'ensemble de l'auditoire censé suivre cette émission-là, notamment la Hadara de Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh au niveau national et international, mais aussi tout individu qui aura l'opportunité de suivre, en tout cas à travers le net, cette émission. Et je voulais également remercier l'équipe présente ici pour leur mobilisation exemplaire et donc tous les efforts qu'ils ont consentis pour être là, pour permettre à cette émission-là donc de se dérouler dans les meilleures conditions. Par rapport à la question que vous nous avez posée, qui est l'imam al-Mahdi, d'abord, je commencerai par dire que peut-être qu'il serait, ou assurément, il serait pour moi prétentieux de prétendre dire qui est l'imam al-Mahdi au regard donc de l'envergure de ce personnage, dans ce que nous savons aujourd'hui, là où nous vivons dans le monde concret, mais également sa dimension dans le monde invisible. Mais comme notre discussion d'aujourd'hui se limitera à expliquer les notions que nous avons apprises avec lui en tout cas, et à travers les différents enseignements formulés, nous pouvons dire simplement, en résumé, que le Mahdi est un missionnaire qui est envoyé par Dieu et qui a l'avantage d'être un missionnaire bien guidé. Donc un imam bien guidé parce que c'est Dieu lui-même qui le guide dans ses actions, dans la mission que Dieu lui a confiée. C'est lui-même Dieu qui le guide. Donc on peut dire que l'imam al-Mahdi, c'est un missionnaire de la fin des temps et qui est guidé par Dieu lui-même dans l'ensemble des actions qu'il aura à poser au cours de sa mission. Mais également, on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'idée que l'imam al-Mahdi est un personnage religieux qui doit être suivi
dans ses enseignements et dans les orientations qu'il va donner à l'ensemble de ses adeptes et aux musulmans en général. Parce que la mission s'inscrit effectivement dans une logique de purification des âmes obscurcies par le contexte et la situation de la période de la fin des temps, mieux connue sous le nom d'Akhiru Zaman, qui est une période au cours de laquelle il y a plusieurs facteurs qui contribuent, n'est-ce pas, à obscurcir les âmes, à égarer les âmes. Et donc, le Mahdi a pour rôle de récupérer ces âmes-là. Et là, on peut parler d'une sorte de rédemption des âmes. Mais également, en récupérant ces âmes, en les nettoyant, en les mettant sur le droit chemin, ben, le Mahdi va également travailler à la reddition des cœurs. Parce que, en général, lorsque l'âme est obscurcie, ça s'accompagne très souvent avec des cœurs endurcis, ou en tout cas simplement soumis à des situations qui ne sont pas conformes à l'existence, en tout cas d'une âme propre. Alors voilà pourquoi donc je pense que les deux vont à pair, vont ensemble plutôt. Il faudrait que l'imam Al-Mahdi soit suivi en tant que missionnaire, mais il faudra également que, du point de vue religieux et spirituel, qu'il soit suivi pour pouvoir accomplir la tâche qui consiste donc à véritablement assainir les âmes et les cœurs en même temps. Donc voilà, comme vous venez de dire, donc au-delà de sa mission d'être un guide religieux, un guide spirituel qui a des disciples, donc le concept du Mahdi, c'est une mission, voilà, c'est une mission à accomplir. Donc voilà, donc la question qui suit, c'est est-ce que le Mahdi est-ce que le Mahdi est-il politique? Et si oui, et si le Mahdi a une mission politique, qu'est-ce qui peut justifier sa politique voilà, en étant un guide religieux ou bien un guide spirituel? La mission du Mahdi, qui est, comme on l'a donc compris, un personnage, un guide, qui a été donc envoyé à la fin des temps, donc cette période d'Akhiru Zaman pour sauver l'humanité, pour aussi remettre au niveau de la vie des hommes sur terre un certain nombre d'ordres, en tout cas un certain ordre dans le désordre qui prévaut aujourd'hui. Donc vous savez, le monde aujourd'hui il est couvert d'injustice. La société elle-même fonctionne sur une base, en tout cas où l'injustice est généralisée et domine tous les secteurs, domine tous les espaces et toutes les relations entre les individus, entre les États, entre les organisations. Alors l'injustice est partout. L'imam Al-Mahdi qui a un rôle aujourd'hui de me remettre à leur place, n'est-ce pas, les populations, ou en tout cas les contrées, les pays et les continents qui ont été soumis à cette injustice-là pendant très longtemps, ne peut pas exercer cette mission sans pratiquer la politique. Mais vous savez, il faudrait d'abord qu'on parle un tout petit peu sur le terme de politique, parce que la politique est très souvent comprise dans une connotation péjorative, alors qu'en réalité, dans sa définition étymologique, la politique se rapporte simplement à la manière de gérer les hommes, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dirige des individus, il fait de la politique. Mais il y a plusieurs types de politique. Quand vous regardez, par exemple, on peut parler de politique économique. Lorsque les actes que nous posons et qui réunissent et qui rassemblent des individus s'adressent à des aspects purement économiques. Mais on peut également parler de politique sociale. Lorsque nous regardons les personnes qui sont dirigées sous un angle, en tout cas de leur vie, de leurs relations entre eux, au niveau de la société considérée. Donc là, on parle de politique sociale, où par exemple les plus faibles sont soutenus, où par exemple un système de solidarité est mis en place, n'est-ce pas, pour que les plus forts
puissent partager leurs biens avec les plus faibles. Donc ça, on parle de politique sociale. Mais également, on peut parler de politique de sécurité, de politique d'égalité entre les couches sociales, n'est-ce pas? D'égalité entre hommes et femmes, comme c'est le cas actuel. Donc, il y a plusieurs types de politique. Donc, si on prend le sens de politique sous cet angle-là, l'imam Al-Mahdi, pour pouvoir rétablir la justice sur terre, va absolument utiliser, disons, la politique, plusieurs types de politique, et en même temps, il va également essayer de rapprocher ce qui était distant avant. Regardez aujourd'hui, par exemple, quand on considère un pays comme le Niger, voilà, c'est un pays, c'est l'un des pays qui produit la plus grande quantité d'uranium que la France utilise pour éclairer le pays, pour faire fonctionner ses industries, pour faire fonctionner donc, je veux dire, toutes ces entreprises. La SNCF simplement, tous les trains français, les trams, les métros et tout ça, ils circulent en utilisant l'électricité. Et la majorité de l'électricité française vient de l'énergie donc atomique, des centrales nucléaires. Mais ces centrales nucléaires-là, le combustible utilisé vient du Niger. Et si l'on considère seulement les revenus tirés d'une seule société française, elle peut déjà redresser l'économie du Niger. Et pourtant, depuis que ce phénomène d'exploitation de l'uranium nigérien a commencé, ben, la France s'enrichit en développant des activités, des entreprises, des industries, de la mobilité et tout, au détriment d'un Niger qui est toujours resté dans la pauvreté. Donc vous voyez, voilà un exemple de relation qui est une relation qui est fondée simplement sur une injustice qui n'a pas d'égal en tout cas. Et donc, quand on regarde également, on dit que l'uranium, la manière dont elle est exploitée, les résidus sont exposés à l'air libre. Les populations qui se trouvent dans cette zone-là se retrouvent avec des maladies que personne ne comprend et qui sont directement liées à la manière dont l'uranium est exploité. Et la société Areva française refuse de reconnaître, n'est-ce pas, ce mal qui est causé aux Nigériens. Et donc ça aussi, mais les injustices, on peut en citer plusieurs. On peut venir à l'échelle d'un pays, par exemple. Si tu prends un gouvernement qui, par exemple, prend des crédits au niveau du FMI ou bien des crédits au niveau de la Banque mondiale pour réaliser des projets, soi-disant au niveau du pays, et qui surfacture ces projets-là. Par exemple, le projet est à 30 millions, mais le gouvernement qui prépare le projet pour le soumettre à la Banque mondiale le chiffre à 100 millions. Pour détourner les 70 millions, et les 30 millions sont utilisés pour le projet. Mais ces 70 millions qui sont détournés seront payés par les citoyens du pays. Mais donc, à chaque fois, on utilise sa position de force pour faire violence aux victimes, n'est-ce pas, de ceux qui subissent véritablement l'acte qui est posé et qui est un acte d'injustice. Donc, voilà, donc selon vous, Imam Mahdi, en tant que missionnaire, ne peut pas ne pas exercer la politique pour mener sa mission. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi est différente la politique de l'imam Mahdi par rapport aux politiciens qui sont maintenant, là dans ce monde. Et est-ce que la politique du Mahdi est plus bénéfique que les autres politiques qui est en train de se jouer maintenant dans ce monde? La politique du Mahdi, elle sera absolument plus bénéfique que les politiques qui se déroulent actuellement. Parce que je viens de donner quelques exemples qui sont des politiques. Politiques de domination. L'exemple que j'ai donné pour le Niger, c'est une politique de domination, de rapport entre deux pays et qui sont fondés sur une inégalité, sur une exploitation, sur des rapports d'inégalité. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une politique de domination. Mais également une politique de mauvaise gouvernance qui consiste à surfacturer des projets et à aller emprunter des fonds qui seront remboursés par des générations et des générations à venir dans le but de s'enrichir en tant que gouvernement, en tant que dirigeant, en utilisant sa position qu'on occupe au niveau de l'État. Mais ça également, c'est une politique de détournement, de mauvaise gouvernance. Donc il y a plusieurs types de politiques. Donc ces politiques-là qui sont en vigueur aujourd'hui, tout le monde sait que
c'est des mauvaises politiques. Regardez les guerres qui se produisent aujourd'hui. Toutes les guerres sont politiques. Il n'y a pas une guerre qui ne soit pas... En général, d'ailleurs, les guerres ils éclatent pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que les raisons qui sont évoquées pour justifier les guerres ne sont jamais les véritables raisons qui ont véritablement causé la guerre. On a vu par exemple le cas de l'Irak avec les États-Unis, où ils ont dit qu'il y a des armes de destruction massive et donc ils sont allés aux Nations Unies pour montrer même des exemples que les satellites ont photographiés. Et tout ça, c'était faux. Voilà, donc en parlant de ça aussi, on fait un clin d'œil au conflit de l'Israël et de la Palestine. Est-ce que vous pensez aussi que l'imam Mahdi va utiliser des moyens politiques aussi pour essayer de solutionner ce conflit-là? L'imam Mahdi, de toutes les façons, va parler avec les personnes, que ce soit des États, des organisations ou simplement des communautés. L'imam Mahdi va parler avec les gens. Parce que l'imam Mahdi est une personne qui a affaire avec des personnes. Donc lorsque vous échangez avec des personnes pour les amener dans une situation, les prendre d'une situation à une autre, ben, il est clair que ça se fera par la négociation, par le dialogue. Et le fait maintenant de la stratégie utilisée pour arriver à ces fins, pour par exemple résoudre un conflit, le conflit dont vous faites état aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, c'est l'imam Al-Mahdi qui est attendu aujourd'hui pour apporter la solution. Mais l'imam Al-Mahdi ne viendra pas avec sa force pour imposer par le bâton ou en tout cas par les bombes la paix entre ces deux entités. Il va utiliser plutôt le langage, le dialogue, la discussion, les échanges entre ces deux entités-là pour les amener à s'entendre et à laisser tomber les velléités qui les opposent aujourd'hui. Donc il s'agit là de politique. Donc simplement il faut savoir que cette politique-là, que l'imam Al-Mahdi met en œuvre pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, ben c'est des politiques qui n'ont rien à voir avec la manière dont la politique est pratiquée aujourd'hui par les gouvernements, par les partis politiques, par les États, n'est-ce pas, qui sont des politiques vraiment qui amènent plutôt. C'est-à-dire que c'est toujours à l'avantage d'une partie, et donc il y a une partie donc perdante toujours. Ok, donc c'est la politique de justice, il va mener il va essayer de restaurer la justice. Il va pas essayer, mais il va restaurer la justice. Parce que son rôle de missionnaire, c'est de restaurer cette justice sur terre. Et cette mission-là, il n'y aura pas de raté. Dans la mesure où l'imam Al-Mahdi, aujourd'hui, comme il est bien guidé, comme je l'ai dit au départ, il va avoir à sa possession l'ensemble des moyens nécessaires que Dieu va lui donner pour pouvoir arriver à ses fins, c'est-à-dire restaurer la justice sur terre et donc enlever l'injustice sur terre, mais également restaurer la lumière dans les cœurs et dans les âmes et enlever cette obscurité-là dans les cœurs et dans les âmes. Et ça, il le fera avec les moyens dont il dispose, que Dieu va lui donner, avec lesquels donc il va pouvoir mener son travail à terme. Professeur M. Sène, est-ce que maintenant vous pensez que la politique du Mahdi est beaucoup plus bénéfique que les autres politiques? Voilà, donc à ce sujet-là, je disais tout à l'heure que quand on regarde la manière dont les politiques en tout cas se déroulent, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les politiciens, à travers le monde, ils font la politique entre les États forts et les États faibles. On voit nettement qu'il y a toujours une partie qui profite et une autre partie qui perd. Bon, les politiques aujourd'hui sont responsables de destruction de plusieurs pays. Et avec le cortège de malheur, quand on parle de guerre, on parle véritablement de victimes, de personnes qui n'ont rien à voir avec ces guerres-là et qui meurent. Et on parlait également de pays bien organisés, bien structurés, qui aujourd'hui sont complètement défigurés, complètement détruits. Le cas de la Libye est là. Donc, et ça, c'est une politique, c'est le résultat des politiques occidentales par rapport justement à des pays qu'ils considèrent qu'ils ont beaucoup de richesses, mais qu'ils ne les suivent pas, qu'ils ne les laissent pas exploiter suffisamment les richesses comme ils le souhaitent. Donc c'est pourquoi l'Occident, pendant des années durant, ils ont poursuivi le colonel Kadhafi
jusqu'à arriver en 2011 à disons, un stratagème qui a abouti à la destruction de la Libye. Aujourd'hui, la Libye a été détruite et le fait d'avoir détruit la Libye contribue aujourd'hui à détruire maintenant des pays africains. Parce que toutes les guerres qu'on entend aujourd'hui avec les rebelles dans le Sahel, jusqu'à Boko Haram, ont été renforcées par la destruction de la Libye. Donc vous voyez que donc, on ne peut pas aujourd'hui ne pas comprendre ou ne pas accepter que les politiques qui sont en vigueur actuellement à travers le monde sont véritablement des politiques qui ne font que des cortèges de malheur. Alors que l'imam Al-Mahdi, quand il va arriver avec ses politiques, ce sera des politiques justes. Vous savez, l'injustice est toujours source de violence. Partout où vous trouvez la violence, c'est parce que c'est l'injustice qui est en tout cas en train d'arriver ou bien qui est déjà sur place. Parce que lorsque je suis injuste avec les gens que je dirige, mais ces gens-là que je dirige, ils finiront par se rebuffer. Déjà, le fait d'être injuste avec eux, vous ne pouvez pas pratiquer une injustice sans utiliser la violence. Ce n'est pas possible. Parce que si vous imposez à votre peuple des injustices, vous utilisez votre pouvoir, votre position dans le pouvoir pour les imposer ces injustices-là. Et s'il y a des manifestations, vous faites descendre les flics dans les rues pour lancer des lacrymogènes, pour attraper les manifestants et les mettre en prison. Vous voyez par exemple dans certains pays des dirigeants qui musellent leur opposition, d'autres qui détruisent complètement leur opposition en les mettant en prison ou en les mettant hors de compétition pour en tout cas briguer, n'est-ce pas, le pouvoir à travers des élections démocratiques. Donc, mais ça c'est la violence. Donc la violence est aujourd'hui l'instrument qui est utilisé pour pratiquer l'injustice. Maintenant, celui qui vient pour enlever cette injustice, mais ça veut dire que cette violence-là qui était toujours utilisée dans les rapports entre les hommes, ben, ne sera plus utilisée. Et donc, à la place de cette violence-là qui a été utilisée, ben, ce sera le dialogue, ce sera la passivité, ce sera également une organisation qui va directement dans les cœurs des gens et dans les esprits des gens, que tout le monde acceptera, sans qu'il y ait en tout cas des personnes qui sont des perdants et d'autres qui sont des gagnants. Okay. Donc c'est en cela que maintenant, les politiques de l'imam Al-Mahdi vont être absolument, en tout cas le contraire, hein, l'opposé de véritablement des politiques actuelles qui sont en vigueur et qui sont basées sur la violence et qui entraînent toujours des perdants et des gagnants. Et en général aussi, quand on regarde, il n'y a pratiquement pas de perdants ni de gagnants, parce que dans tout ça, c'est l'humanité qui perd. Ok, donc selon vous, on ne peut pas enlever, dans la mission du Mahdi, on ne peut pas enlever de la politique. Mais qui parle de politique voilà, va parler automatiquement de création d'une partie ou bien d'un gouvernement. Est-ce que vous pensez que le Mahdi va créer une partie politique ou bien va créer son gouvernement comme les autres politiques là? Mais vous savez, la mission du Mahdi, c'est une vision universelle. Le Mahdi ne s'adresse pas à un pays. Un parti politique est toujours référé à un pays. Il n'y a pas de parti politique qui est référé à tous les pays du monde. Donc, pour faire un parti politique, vous le faites par rapport à un pays donné. Mais comme le Mahdi va mettre en place une politique qui va concerner les pays du monde entier, musulmans et non musulmans, parce que justement, il va avoir une influence sur tous les pays du monde. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des musulmans. Et l'imam Al-Mahdi va diriger les musulmans. Donc même dans les pays qui ne sont pas des pays musulmans, où il y a des musulmans, les États qui sont en place dans ces pays-là seront obligés de se soumettre aux ordres de l'imam Al-Mahdi. Et c'est en cela que les politiques de l'imam Al-Mahdi seront universelles. Quant à maintenant créer un parti ou pas, vous faites peut-être allusion à son pays d'origine. Donc si l'imam Al-Mahdi, par exemple, veut modifier ou changer les choses dans son pays d'origine, doit-il créer un parti ou bien ne doit-il pas créer un parti? Je pense que l'imam Al-Mahdi a des atouts, a des moyens que Dieu lui a confiés, qui vont lui permettre véritablement le moment venu de savoir quelle est en tout cas la stratégie qu'elle va pouvoir utiliser, n'est-ce pas, pour réorganiser le pouvoir dans son pays d'origine, mais également dans les pays où il va transiter.
il sera roi de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est connu d'après les explications qui sont données sur l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Il sera également à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais dans ces pays-là où il va avoir la position de dirigeant, et au-delà du fait qu'il dirigera l'ensemble des pays du monde, ben, il n'aura pas besoin de parti politique pour le faire, mais je pense qu'il y a une autre organisation qui va se mettre en place et qui va faire que les États vont l'obéir, les États vont le suivre, et à travers ces khalifes qu'il va installer ça et là, ces ordres seront suivis, et tout gouvernement mis en place sera tenu, n'est-ce pas, de se concerter avec lui, soit indirectement en général à travers ces khalifes, pour pouvoir donc décider, pour pouvoir faire. Et c'est comme ça que je pense que sa politique sera organisée. Mais je ne pense pas qu'il ne peut pas mettre en place un parti politique pour diriger le monde. Mais peut-être au niveau du pays, de son pays d'origine, peut-être il va essayer de trouver un moyen. Je ne sais pas comment il va procéder véritablement. Mais je suis sûr que il ne manquera pas de moyens pour mettre en place un dispositif qui va permettre de changer les choses dans le bon sens, aussi bien pour son pays d'origine que pour le reste des pays du monde. Ok, donc voilà, donc on peut dire que si vous voulez, on peut dire que le parti ou bien le gouvernement que le Mahdi va créer sera un gouvernement du peuple. Je pense qu'on peut dire ça. C'est par rapport au peuple qu'il va gouverner. Ou bien? Non, l'imam Al-Mahdi va gouverner pour la justice. Là, quand on dit justice, ça se rapporte à tout le monde. Okay. Donc, évidemment, il met en place une justice entre les hommes. Okay. Si on peut appeler ces hommes-là le peuple, ben c'est le peuple, évidemment. C'est le peuple, oui. Donc, voilà, quand on parle de gouvernement, est-ce que aussi vous pensez que le Mahdi va gouverner le monde entier, avec ce que nous savons de l'actualité, avec les divergences qui règnent maintenant dans ce monde? Est-ce que vous pensez que le Mahdi a le pouvoir, ou bien a la capacité, peut-être spirituelle ou bien politique, de pouvoir gouverner le monde entier? Je l'ai brosé tout à l'heure dans ma réponse. Peut-être que j'ai anticipé un tout petit peu. L'imam Al-Mahdi va évidemment gouverner le monde parce qu'il va disposer d'un moyen. Mais comment? Oui. Il va disposer d'un moyen exceptionnel qui va lui permettre de gouverner le monde. Et c'est Dieu qui va lui donner ce moyen. Donc ce moyen, c'est le kun fayakun que Dieu utilise pour créer. Donc le kun fayakun, ça veut dire que la volonté de Dieu se manifeste. Donc à partir du moment où il utilise ce pouvoir, il n'y aura aucun gouvernement qui va pouvoir s'opposer à lui. On raconte même que lorsque une entité ou une personne qui va s'opposer à l'imam Al-Mahdi, sa propre voiture, son véhicule qu'on utilise pour se déplacer ne va plus accepter de rouler. Il va refuser, il va désobéir. Parce que la voiture va obéir à l'ordre de l'imam Al-Mahdi, parce que tout va obéir à son ordre. Donc je pense que quelqu'un qui a un pouvoir aussi important, il n'aura pas de difficulté à diriger le monde entier. Et tout à l'heure, je disais que aussi bien les pays musulmans que les pays qui ne le sont pas, ils seront tenus de le suivre et en tout cas mettre en place des actes qui sont conformes à sa volonté. Parce que si vous êtes aujourd'hui une puissance et que par votre puissance vous pensez que vous pouvez vous départir de la volonté de l'imam Al-Mahdi, qui est une volonté divine, mais c'est tout votre pouvoir, c'est tout votre puissance qui va s'annihiler. Parce que pourquoi simplement l'imam Al-Mahdi aura la capacité de maîtriser les armes. Il aura la capacité, par exemple, de rendre obsolètes les armes et à la fois les moyens même de mobilité. Donc avec un pouvoir aussi important, je ne vois pas quelle est l'entité qui va pouvoir s'opposer à la volonté de l'imam Al-Mahdi. Mais lui, il utilisera évidemment ce pouvoir énorme qu'il aura uniquement pour faire la justice, pour remplacer l'injustice par la justice. À l'avantage de l'humanité, à l'avantage des hommes, à la fois du point de vue de leur vie ici-bas, mais également pour les affranchir, pour qu'ils puissent aller véritablement demain dans des milieux de félicité. Voilà, merci. Donc voilà, en parlant de l'imam Mahdi, ce missionnaire qui va venir à la fin des temps, moi je vous suis à travers Facebook, YouTube, voilà, et aussi je sais que vous êtes avec un guide
qui se nomme Seydi Mohamed El Cheikh. Et parfois, je vous vois que vous l'appelez l'imam Mahdi. Est-ce que vous croyez que Seydi Mohamed El Cheikh est ce personnage tant attendu? Seydi Mohamed El Cheikh est de toute évidence ce personnage tant attendu que nous appelons l'imam al-Mahdi. Parce qu'il y a eu des prophéties qui ont été donc depuis très longtemps par le prophète lui-même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, évoquées, des caractéristiques qui ont été donc des descriptions qui ont été faites sur la base des caractéristiques de cet homme qu'on appelle l'imam al-Mahdi. Et donc qu'aujourd'hui qu'on retrouve sur le personnage de Seydi Mohamed El Cheikh. Si on regarde par exemple par rapport à sa naissance, le prophète avait expliqué un phénomène météorologique, astronomique qui allait se produire, qui correspond à une éclipse solaire et une éclipse lunaire. Mais cette éclipse solaire et éclipse lunaire se sont produits donc autour de l'an 1440. Et quand on regarde sur le calendrier gréco-romain, ça correspond à la naissance de Seydi Mohamed El Cheikh, parce que ces éclipses-là ont eu lieu, en tout cas autour des années 1981-1982. Et Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh est né effectivement en 1983. Et il y a également que on avait expliqué, il a été dit que le Mahdi va commencer à parler de sa mission à l'âge de 33 ans. Seydi Mohamed El Cheikh a commencé à parler de la mission du Mahdi à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, il y a eu des signes physiques qui ont été évoqués dans les prophéties, notamment la cicatrice qui se trouve sur sa joue gauche, juste à côté de son œil gauche, n'est-ce pas? Quand vous regardez les photos de Seydi Mohamed El Cheikh, vous le voyez de façon tout à fait nette, qui ressemble à une feuille de myrte. Cette cicatrice ressemble à une feuille de myrte. Elle est tout à fait visible sur la plupart des photos de Seydi Mohamed El Cheikh. Le prophète avait également dit que l'imam al-Mahdi va porter le tampon prophétique sur son épaule gauche. Que moi je porte, c'est-à-dire le prophète lui-même, il a ce tampon-là sur son épaule gauche. À l'occasion du pèlerinage de 2019, un adepte qui a accompagné Seydi Mohamed El Cheikh à la Mecque a expliqué, ça se trouve dans le net, vous pouvez le retrouver dans le net, il a expliqué qu'un jour, dans la chambre où ils étaient, Seydi Mohamed El Cheikh lui a dit que vous te posez une question de savoir si est-ce que le tampon dont on fait état, qui se trouve sur mon épaule gauche, est vrai ou est faux. Et donc, Seydi Mohamed El Cheikh a montré à cet adepte-là, n'est-ce pas, ce tampon sur son épaule gauche. Et c'est cet adepte qui est venu faire donc un témoignage direct qui se trouve sur YouTube pour dire que lui-même, il a vu le tampon sur l'épaule gauche de Seydi Mohamed El Cheikh. Le prophète avait dit également que quand il va venir, il va porter mon nom. Seydi Mohamed El Cheikh s'appelle Mohamed, dans son nom, il y a le mot Mohamed. On est d'accord? Le prophète avait prédit que l'imam al-Mahdi, son père, aura le même nom que le nom du père du prophète. Et le père du prophète s'appelle Abdallah. Mais le père de Seydi Mohamed El Cheikh s'appelle aussi Abdallah. Le prophète avait également dit que l'imam al-Mahdi va avoir là où il va habiter, il va créer une ville, hein, en tout cas une ville ou un village où il va habiter. Et ce lieu où il va choisir pour créer, en tout cas sa ville, il sera entouré par l'eau. Aujourd'hui, si vous partez à Saint-Louis, dans la ville de Saint-Louis du Sénégal, le lieu où actuellement Seydi Mohamed El Cheikh habite, ce qui s'appelle Médina Cheikh, est complètement entouré par de l'eau. Donc vous voyez le fleuve qui est devant, un petit bras du fleuve qui rentre derrière, et donc en période d'hivernage d'ailleurs, il y a toute une baie là qui est remplie d'eau, n'est-ce pas? Donc c'est une zone où même tous les jours il y a les marées qui rentrent jusqu'au niveau de la maison de Seydi Mohamed El Cheikh et qui se retirent. Donc, alors ça c'est des choses que nous pouvons, qui peuvent être vérifiées, qui ont été donc expliquées par rapport à l'imam al-Mahdi. Et aujourd'hui,
le seul personnage qui rassemble l'ensemble de ces prédictions qui ont été expliquées et qui se retrouvent sur un personnage, c'est Seydi Mohamed El Cheikh pour l'instant. Oui, mais aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes qui s'autoproclament Imam Mahdi. Qu'est-ce qui différencie Seydi Mohamed El Cheikh de ces personnes-là? Ces personnes-là, ils se proclament Imam Al-Mahdi tout simplement parce que ils ont juste peut-être observé quelque chose. J'ai appris qu'il y en a un qui avait un blanc qui avait appris, un Américain je crois, qui avait réussi à apprendre la Fatiha. Et comme il savait réciter la Fatiha, il se fait appeler Imam Al-Mahdi. Mais donc, l'Imam Al-Mahdi est un personnage qui va diriger l'humanité. Donc si quelqu'un se dit qu'il est Imam Al-Mahdi et qu'en réalité, toute sa vie durant, il n'a même pas été connu au-delà de son quartier, ou bien au-delà de sa ville, ou au-delà de son pays, il n'a dirigé personne. Il n'a pas, en tout cas, s'il a dirigé aussi, il a dirigé un petit groupe d'individus. Il n'a pas dirigé l'humanité. Si tu n'as pas dirigé l'humanité, c'est une raison valable pour dire que tu n'es pas l'imam Al-Mahdi, tout simplement. Alors que toutes les personnes, les milliers ou les dizaines ou centaines de milliers de personnes qui se sont proclamées imam Al-Mahdi, on n'en a pas encore vu un seul qui a dirigé le monde. Donc ça veut dire que c'est des déclarations vaines. Mais Seydi Mohamed El Cheikh aussi n'a pas encore dirigé le monde. Il n'a pas encore dirigé le monde, Seydi Mohamed El Cheikh, mais le prophète avait dit que l'imam Al-Mahdi va commencer sa mission à 40 ans. Aujourd'hui, quand vous calculez l'âge de Seydi Mohamed El Cheikh, qui est né en 1983, il n'a pas encore 40 ans. Mais ce qu'on a remarqué par rapport à son âge, c'est qu'il devait commencer à parler de la mission de l'imam Al-Mahdi à 33 ans, ce qui correspond effectivement à ce que Seydi Mohamed El Cheikh a fait. Parce que Seydi Mohamed El Cheikh a commencé véritablement à parler de sa mission à partir de 2016. Et quand vous regardez sur le calendrier gréco-romain, ben ça va jusqu'en 2023. Mais sur le calendrier musulman, n'est-ce pas, à partir de l'an 1400, qui est l'année de sa naissance, donc l'an 1400 c'est 1980. Mais donc c'est autour de l'an 1400 qu'il devait naître. Mais donc d'après les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, on a vu que Seydi Mohamed El Cheikh qui est né en 1983, sur le calendrier musulman, il arrive à 40 ans à l'âge de 22 ans. Il arrive à 40 ans plutôt en 2022, je voulais dire. Donc en 2022, il aura 40 ans. Et effectivement, Seydi Mohamed El Cheikh a fait des démonstrations en allant à la Mecque, par exemple. Il est parti à la Mecque, c'était une démonstration. Il est parti également au Maroc, c'était une démonstration qui devait précéder son avènement. Et donc toutes ces démonstrations-là s'étant déroulées d'après des prédictions que lui-même il a fait, parce qu'il l'a annoncé avant de le faire, les 40 ans n'étaient pas encore arrivés, mais devant arriver en 2022, ben, nous sommes en tout cas convaincus qu'en 2022, cette mission tant attendue va démarrer et ce sera la preuve évidente que Seydi Mohamed El Cheikh correspond effectivement à cet homme tant attendu qui est l'imam Al-Mahdi. Machallah, nous l'espérons parce que le monde entier maintenant attend ce missionnaire. Merci beaucoup, professeur. Nous arrivons au terme de notre émission. Voilà, quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot est que le monde doit se réjouir aujourd'hui d'avoir Seydi Mohamed El Cheikh. Notamment nous autres Africains, nous devons nous réjouir aussi d'avoir Seydi Mohamed El Cheikh, parce qu'il pouvait être un latino-américain, il pouvait être un Européen, il pouvait être un Asiatique, il pouvait être également un Arabe ou un Juif. Mais Dieu a décidé de le descendre parmi les Noirs. Et tout le monde sait que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent le plus meurtri, le plus exploité, le continent le plus pauvre. C'est l'Afrique aujourd'hui, les Africains eux-mêmes constituent le peuple qui a été le plus martyrisé dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas anodin si Seydi Mohamed El Cheikh est né en Afrique et qu'il est africain. D'ailleurs, ça a été dit dans les prédictions, parce que Seydina Ali Abu Talib avait prédit que son fils Hassan, qui est un salihina,
aura une descendance, dans sa descendance, un fils qui sera noir. Et ce fils-là, quand il va arriver, ben, évidemment, il va correspondre à celui dont on parle. Donc, Seydi Mohamed El Cheikh, véritablement, est une chance pour l'humanité, une chance pour les Africains, une chance pour tous les musulmans. Et à cela, moi, je conclurai simplement en disant que nous remercions vraiment Dieu de nous avoir associés avec cet homme, qui nous permet d'ailleurs d'avoir la possibilité, sur la base des petites connaissances, des petites informations que nous avons glanées, en tout cas autour de son histoire, de pouvoir parler aujourd'hui sur ce plateau-là, en référence avec son histoire, avec ce que nous avons appris, en tout cas le concernant. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, professeur. Donc, chers téléspectateurs Waldouniati, c'était tout aujourd'hui avec le deuxième numéro de l'Ombre des idées. Nous vous donnons rendez-vous d'ici peu de temps avec d'autres thèmes et aussi avec d'autres invités. Chapeau.